que soit le problème, on en revient à un problème central qui est constitutionnel. C'est ça le problème. Donc on peut faire des constats toute la journée. Mais je suis en train de vous dire là qu'il n'y a pas de justice. C'est ça que je veux dire. Ça n'existe pas. La justice, c'est un théâtre. La justice, là, c'est un théâtre. Donc, effectivement, il y a 2 poids 2 mesures en fonction de qui les rapports de force, les gens qui sont l'un en face de l'autre. Mais il y a pas, la justice n'est ni impartiale ni indépendante, comme le prévoit la Constitution et leur code de déontologie. Est-ce qu'il y en a ça là qui essaie de changer bagaille là? Attends, c'est pareil pour les policiers, tiens. On parle de violence policière. C'est la même chose. Voici le code de déontologie de la police et de la gendarmerie. Voici le code de déontologie de la police. En fait, ces gens-là ne respectent rien. Il y a 3 personnes qui sont venues et qui m'ont agressé. Et ces personnes-là étaient censées me protéger. Donc moi, j'ai rien fait pour mériter ça. C'est quoi ça? Les 2 policiers écroués dans le cadre de l'affaire Zecler ont été remis en liberté hier, placés sous contrôle judiciaire strict mais remis en liberté. Ces 2 policiers avaient été placés en détention provisoire le 30 novembre dernier pour avoir tabassé à Paris Michel Zecler, ce producteur de musique. L'affaire avait connu un retentissement considérable dans le pays. Emmanuel Macron avait parlé de honte. Leur demande de remise en liberté à ces 2 policiers a donc été acceptée par les magistrats instructeurs. Maxime Brandstetter. Les 2 policiers libérés sont soulagés mais éprouvés. La prison a été une épreuve difficile, raconte un membre des forces de l'ordre qui a pu avoir de leurs nouvelles. Les 2 hommes ont pu rejoindre leur famille d'après cette même source. Ils sont sortis de prison mais pas libres pour autant puisqu'ils sont soumis à un contrôle judiciaire et un contrôle judiciaire strict. Interdiction d'exercer leur profession, d'entrer en relation avec les personnes impliquées dans l'affaire ou de se rendre dans le 17e arrondissement de Paris, arrondissement où a eu lieu l'interpellation polémique. L'avocate de Michel Zecler, le producteur roué de coups, s'étonne de cette libération, alors même qu'aucune confrontation n'a eu lieu entre la victime et les policiers. Les investigations se poursuivent dans cette affaire où 4 policiers sont mis en examen. Il n'y a pas de justice. C'est ça que je veux dire. Ça n'existe pas. La justice, c'est un théâtre. Je trouve ça scandaleux. Parce que ils n'ont pas déconné. Et je vais reprendre comme lui, puisqu'il est trivial, je vais dire que c'est dégueulasse. Ce terme, déconner, c'est dégueulasse. Parce qu'ils n'ont pas déconné. Ils ont commis des infractions. En l'occurrence des violences, ce sont des délinquants. Eux agressent, eux entrent en toute illégalité au sein de la société de mon client. Eux injurient de manière raciale mon client, il insulte de sale nègre, je rappelle. Donc ce ne sont pas des personnes, ce sont des délinquants. Daniel Obono, c'est une question de police ou question de policiers ce soir et de 3 ou 4 policiers ou peut-être plus qui ont perdu leur nerf selon vous? Je pense qu'il s'agit à la fois d'actes intolérables et inacceptables pour des policiers, pour des agents publics qui sont investis d'une telle responsabilité, mais aussi de doctrine générale. Parce que malheureusement, ce genre d'accident, d'agression arrive trop souvent. Nous l'avons vu dans les stratégies dites de maintien de l'ordre pendant 3 ans avec le mouvement des Gilets jaunes, mais ce qu'on appelait
ce qu'on appelle les violences policières et que jusqu'à présent le gouvernement et le ministre Darmanin encore récemment disaient que ça n'existe pas, qu'il s'étouffait quand on parlait de violences policières. Là, crûment, je pense qu'il est un peu difficile d'ironiser de la sorte. Donc c'est le ministre Darmanin qui est sur la sellette ce soir avec ce que l'on vient de voir. Je pense qu'il y a une responsabilité hiérarchique de la police et donc du ministre de la police, parce que ce qu'on voit là, c'est aussi le résultat de consignes qui sont données, de consignes de contrôler, d'une politique du chiffre qui est assumée en plus. Je me rappelle encore monsieur Castaner, quand il était ministre pendant le premier confinement, qui expliquait très fièrement d'avoir doublé les contrôles dans le 93, alors qu'il n'y avait pas de raison objective. C'était les directeurs de la police et de la gendarmerie qui disaient qu'il n'y a pas plus d'excès dans ces territoires-là. Là, on est dans le 17e, mais ça dit bien l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on met les policiers dans des situations où ce genre de dérapage est propice, parce qu'il y a cette pression du chiffre. Gérald Darmanin ou le préfet l'allemand ont dit aux policiers, allez-y, mettre la pression sur les policiers. La question, il n'y a pas d'ordre direct de ce type-là, mais il y a une doctrine générale, oui, où il est assumé d'une escalade sécuritaire, de faire du chiffre. Il faut faire des PV, il faut faire des contraventions. Il faut faire de l'infraction. Et c'est les chiffres dont il est fier de se féliciter. Et c'est là où en plus de processus, je pense, quand même plus profond, parce que là, ce qu'on voit aussi, c'est une agression très violente. Ce sont des insultes racistes. Que nient les policiers. Et donc, oui, mais les témoignages de ce type-là, encore, je vous dis, moi, je suis députée du 19e arrondissement. Un de vos confrères journalistes a récemment, dans un ouvrage, témoigné de pratiques de ce type-là, régulières, bien trop régulières. Pas de tous les policiers, encore heureux, parce qu'on serait dans un autre état si c'était le cas pour tous les policiers, mais d'un certain nombre qui se sentent en impunité parce que la direction aussi et certaines hiérarchies. Il faut revoir les ordonnées à la police, les instructions. Madame Bonneau. Moi, je pense que les images le montrent, et c'est parce qu'il y a des images filmées, non pas par les policiers, mais d'abord par les voisins, parce qu'on a aussi des images de ce qui se passe à l'extérieur, et c'est ça qui est empêché et qui risque d'être empêché par la proposition de loi. Si, excusez-moi. Aujourd'hui même, la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits humains, ce n'est pas n'importe quoi, après nombre d'organismes de défense des droits humains, a pointé notamment ce problème-là dans la proposition de loi. Et l'article 24, si cela suscite autant de réactions, c'est parce que ça va empêcher les citoyens comme les journalistes de faire leur travail. On a un problème de fond, un problème de société, un problème majeur, et tant qu'on n'aura pas compris ça, en fait, leur constitution à eux prévoit qu'on a un droit légitime à la résistance à l'oppression. On est en train de se disperser à faire un recensement, ça va mal parler. Le vrai problème, il est là. Il est qu'on nous demande de respecter la loi. Rappelez-vous, obéissance à la loi. Vous vous rappelez pas ça? Bon, on va pas reprendre la réponse. On va pas reprendre la réponse. Obéissance à la loi. Mais obéissance à la loi, eh ben, eux aussi, obéissance à leur loi. Leur loi. Le 21 novembre, en rentrant chez lui vers 14h, mon papa, Claude Jean-Pierre, dit Clodo ou Bibic pour certains, est contrôlé par la gendarmerie au centre-ville de Dea. À la suite de ce contrôle, les secours sont appelés pour un malaise. Puis le SMUR prend le relais car son état de santé se dégrade. À son arrivée au CHU de Pointe-à-Pitre, des examens sont effectués d'urgence et il est constaté une double fracture des cervicales, dont une instable qui compresse la moelle épinière et des hématomes au visage. Il est admis en réanimation, il doit être opéré d'urgence. L'opération a lieu le mardi 24 novembre et se déroule avec succès selon le docteur. On nous explique que tout s'est bien passé, mais qu'une lésion de la moelle épinière est constatée et qu'il est trop tôt pour savoir si son état de tétraplégie constaté sera permanent. L'espoir renaît pour nous, les membres de sa famille, mais il fut de courte durée. Le jeudi 3 décembre, alors qu'on nous annonçait la veille un pronostic vital non engagé, il décède. Dès la veille de son décès, une plainte est déposée contre les gendarmes de DM mis en cause, tant les circonstances de son arrestation sont troubles. Il y a incohérence entre les faits décrits par les gendarmes et les blessures constatées plus tard par les services médicaux. Nous demandons accès aux images de la vidéosurveillance de la mairie de Dea qui a pu filmer la scène du contrôle de M. Claude Jean-Pierre, mon papa, le 21 novembre 2020. La saisine de l'IGGN, la suspension des gendarmes impliqués dans ce drame et la saisine de un ou plusieurs juges d'instruction afin que toute la lumière soit faite et que justice soit rendue. Dans un contexte social où nous sommes de plus en plus victimes d'agressions de la part de ceux qui sont censés nous protéger, le silence doit être brisé et la vérité établie. Toute ma famille pleure aujourd'hui et c'est la Guadeloupe entière qui doit être révoltée face à cette situation. Notre combat commence et nous espérons ne pas être seuls face à ce mur qui se dresse doucement face à nous. Car
Cela aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Un Guadeloupéen est décédé dans des circonstances inacceptables et cela ne doit pas passer sous silence. Justice doit être rendue et la vérité doit éclater. Justice pour Claude Jean-Pierre. Quel que soit le problème, on en revient à un problème central qui est constitutionnel. Mais je suis en train de vous dire là qu'il n'y a pas de justice. C'est ça que ça n'existe pas. La justice, c'est un théâtre. La justice, là, c'est un théâtre. Donc, effectivement, il y a 2 poids 2 mesures en fonction de qui les rapports de force, les gens qui sont l'un en face de l'autre. Mais il y a pas, la justice n'est ni impartiale ni indépendante, comme le prévoit la Constitution et leur code de déontologie. Donc, on a un droit à se révolter. Le mot est fort. On a le droit de se révolter et de dire non, parce que nos droits humains sont piétinés. C'est ça que je suis en train de dire. Je vous le dis comme je le pense. Nous avons le droit. La déclaration des droits de l'homme, elle date de 1789. Il y avait déjà ça. Les afro-descendants avaient les chaînes aux pieds ici. On voit bien que ça n'a pas été fait pour nous. Sauf que là, en 2020, on a une carte d'identité soi-disant française. On exige de nous le paiement de l'impôt, j'en passe des meilleurs. Donc, on a des droits. On n'a pas que des devoirs. On a des droits aussi. Et nous sommes des êtres humains. Et c'est parce que nous sommes des êtres humains que nous avons des droits. Et au-dessus de la loi, il y a les droits humains. Donc, nous sommes fondés à résister à l'oppression par tout moyen. Parce que la Constitution ne prévoit pas comment on résiste à l'oppression. Il faut nous prendre conscience de où là nous vivons. Quand nous voulons petit monde en nous, quand nous voulons nous. Il ne faut pas nous retarder dans une situation de fatalisme. Il va falloir franchir le cap. Et il va falloir résister à l'oppression dans tous les sens du terme. Notre humanité n'est pas négociable. Notre humanité, c'est celle de tous les êtres vivants. Alors même s'il faut mourir, oui, nous allons mourir, les armes à la main, mais fièrement. Protection, bénédiction, force, sagesse, détermination. L'humanité, rien d'autre.